Tout d'abord, je tiens à vous remercier et votre parole sont une preuve pour moi combien nous trompons si nous négligeons la sociologie francophone au bénéfice des théoriciens anglophones. Je suis partisan d'un autre point de vue du public sociologique social et je voulais le manifester. J'ai une question, si vous me permettez. En ce qui concerne le contact avec le corps et la physique, comment considérez-vous vos appréciations en comparaison avec Merleau-Ponty? Pensez que Merleau-Ponty dit aussi que l'homme et le corps, c'est très proche de l'idée que vous avez évoquée, si vous voulez dire quelques mots. Tout d'abord, bien sûr que je suis d'accord avec la première partie. V prvom rade, samozrejme, že súhlasím s prvou časťou vašich slov. Je crois que pas uniquement la sociologie anglo-saxonne, mais c'est la civilisation anglo-saxonne qui est à son déclin actuellement. Pretože nie len teda anglosaská sociológia, ale myslím si, že aj anglosaská civilizácia ako taká prežíva určitú krízu alebo možno úpadok. Parce que justement, elle reste sur une conception étroitement économiciste du monde. Nakoľko oni propagujú vlastne économiciste. Tú ekonomickú v podstate koncepciu sveta. Alebo économisujúcu conception. Oui, je dis économiciste pour mettre l'accent sur l'aspect quasiment idéologique, en quelque sorte. Voilà, mais c'est un autre débat, je ne vais pas être américanoïaque, je le suis assez, donc c'est pas nécessaire. Ale to je témou inej diskusie, ja nechcem to tu rozvíjať. Bien. Alors, par contre, c'est important, bien sûr que je ne l'ai pas cité, mais je crois que l'œuvre de Merleau-Ponty est pour nous, en tout cas en France, mais est une œuvre importante sur le corps et sur quelque chose que je vais dire aussi. A samozrejme, že dielo Merleau-Pontyho vo Francúzsku si veľmi vážime, je dôležité v tom, čo povedal ohľadom tela. Ja by som teraz chcel tiež dodať. Merleau-Ponty, pour la petite histoire, en France, avait été marginalisé parce qu'il n'était pas assez marxiste, tout simplement. Et qu'on voit comment celui qui fut une lumière pour moi très clignotante, c'est-à-dire Sartre, avait réussi à l'évacuer du débat intellectuel. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Avait réussi à l'évacuer. Merleau-Ponty. Že, čo sa týka Merleau-Pontyho, tak len tak na okraj, že vo Francúzsku bol on marginalizovaný, pretože nebol marxistom a osoba, ktorá pre mňa znamenala veľkého osvietenca, Sartre, tak ten v podstate ho takýmto spôsobom vytlačil, ale to je len na okraj. Il ne faut pas oublier que la phrase de Sartre est intéressante, elle s'adresse à Merleau-Ponty qui dit « Un anticommuniste est un chien ». Donc c'est un peu fort comme idée. Mais en fait, c'était tout de même la grande idée sartrienne. Hein. Donc je ne veux pas résumer Sartre par ça, mais enfin... Evokujúce alebo osvetľujúce v tomto ohľade je vyjadrenie Sartra na adresu Pontyho, že antikomunista je podľa mňa pes, čo je veľmi silný výraz. Samozrejme, týmto nechcem sumarizovať celé Sartrovo myslenie, ale vyjadril to. Alors, j'ai commencé tout au début en disant que dans le fond, ce qui avait été la modernité, c'était un temps finalisé.
Na začiatku som spomínal, že modernita alebo moderná doba znamená ukončený čas. Et dans toutes les langues néo-romanes, français, italien, roumain, espagnol, etc., le mot sens renvoie à la finalité et à la signification. Ça veut dire la même chose. Il y a une ambivalence, c'est-à-dire qu'on n'a de sens que ce qui va quelque part. C'est ça, un temps finalisé. A keď hovorím o tom ukončenom čase, uzatvorenom, tak je zaujímavé si všimnúť, že vo všetkých neorománskych jazykoch, či už v francúzštine, taliančine a iných, slovo zmysel, le sens, má také dva významy. Jeden je význam ako taký v slovenčine a druhým je cieľ. Alors c'était ça le sens de l'histoire. Alebo zmysel histórie bol určitý cieľ. C'est ça le mythe du progrès. To je vlastne aj mýtus pokroku. Etc. Ce que montre Merleau-Ponty, c'est que justement, il peut y avoir de la signification sans qu'il y ait un but ultime, sans qu'il y ait une finalité. Et l'accent qu'il met sur le corps, c'est ça. C'est-à-dire, c'est plein de signification et ça n'a pas de sens, dans le sens lointain du terme. A Merleau-Ponty poukazuje na to, že môže existovať význam, ktorý by nemal sám v sebe nejaký cieľ, bez toho nejakého konečného významu. A práve preto on kladie dôraz na telo ako také, ktoré je plné tých významov, má veľa významov, ale nemá cieľ samo o sebe. Et il a une expression très forte que moi, par après, j'ai repris dans mes derniers livres. Il parle d'une invagination du sens. A Merleau-Ponty používa veľmi silný výraz, ktorý ja som tiež spomenul v mojich knihách, to je invaginácia du sens. Zmyslu. C'est-à-dire un sens qui ne se projette pas. Zmysel, ktorý sa neletí smerom do budúcnosti, dopredu. Ça veut dire qui revient au ventre. Je to zmysel, ktorý sa vracia dovnútra, do stredu. À la terre-mère. Do matky zeme. Et c'est ça l'idée du corps chez Merleau-Ponty. A v takomto svetle, alebo v takomto zmysle Merleau-Ponty chápe telo. Et alors, si on poursuit cette idée-là, on voit bien comment la modernité est fondamentalement spermatique, c'est-à-dire phallique. C'est le logos spermatikos, quelque chose qui se projette. Le politique est spermatique. La vie sociale, le projet est spermatique. Et donc tout ce qui a marqué la tradition pour moi sémitique, puis occidentale, puis moderne, est une conception phallique ou spermatique. Alors que la postmodernité et ce que nous aide à penser Merleau-Ponty, elle revient au vagin. Elle revient encore une fois à cette invagination du sens. Et pour moi, c'est une des caractéristiques importantes de la valorisation du corps, bien évidemment. Donc un sens qui ne se projette pas, et pourtant, il y a de la signification. Et nombre de pratiques juvéniles sont des pratiques, justement, qui ne sont plus spermatiques, qui ne sont plus phalliques, qui renvoient encore une fois à ce que j'appelle écosophie, qui est cette invagination du sens de Merleau-Ponty. Takže tento výraz, invaginácia zmyslu, v modernite, modernej epoche, môžeme ju charakterizovať spermatickosťou alebo falickosťou, či už politiky, alebo spoločenského života, alebo akéhokoľvek vlastne projektu, ktorý sa premieta do budúcnosti, ktorý vystreľuje, ktorý v podstate letí. Tomu hovorím tá spermatickosť v modernej doby. Aj keď sa vrátime k tým tradíciám semickým alebo západnej civilizácie alebo tradície modernity, tak môžeme hovoriť o falickej koncepcii alebo spermatickej koncepcii, zatiaľ čo postmoderná skôr zodpovedá tej vagíne alebo invaginácii zmyslu,
kedy, a to je tá charakteristika, alebo to je to, prečo nadobúda význam telo samotné o sebe, ktoré neletí alebo sa nesmeruje do budúcnosti. A tomu zodpovedajú aj určité juvenilné alebo mladícke praktiky. A znova sa dostávam k pojmu ekozofia. Alors, on peut dire toujours qu'il y a, c'est à partir d'un topos, une topique, hein, qu'on peut caractériser une manière d'être ensemble. Et la topique moderne, alors je ne redis pas chaque fois, hein, sémitique, occidentale, moderne, pour moi c'est la même chose. Hein. La topique moderne est une topique verticale. C'est ça le phallus dressé, le phallus projectif. C'est une topique verticale. C'est la loi du père, sous ses diverses formes. Alors que la topique postmoderne, pour moi, la topique qui est annoncée par Merleau-Ponty quand il parle de l'invagination du sens, c'est une topique horizontale. Donc, non plus, encore une fois, l'objet contondant dressé qu'est le phallus dressé, mais bien cette horizontalité qui me paraît caractéristique de ce que j'ai appelé l'ordo amoris, l'érotique sociale ou autre expression de cet ordre. Verticale, horizontale. Et l'aspect le plus amusant, c'est que quand on étudie actuellement Internet, quand on regarde ce qui se passe sur Internet, c'est l'horizontalité. C'est quelque chose qui n'est plus, hein, le Wikipédia par exemple, c'est le contraire de l'Encyclopédia Universalis. Vous voyez, dans l'Encyclopédie Universalis, il y a, encore une fois, la ratio seminalis, logos spermaticos, alors que sur Internet, on a encore une fois cette horizontalité du savoir. Môžeme povedať, že keď hovoríme o tých jednotlivých topos, topika modernej doby je vertikálna, to je symbolizovaná tým vstýčeným falusom, zatiaľ čo topika postmodernej doby je horizontálna, podľa Merleau-Pontyho, on to takto vlastne uviedol ako prvý, čiže podľa mňa to zodpovedá tomu, tej koncepcii ordo amoris alebo sociálnej erotike. Horizontálnosť je zaujímavé, keď si všimneme, že aj internet ako taký, aj aktivity, ktoré sa na ňom dejú, sú horizontálne takisto. A máme tu napríklad Wikipédiu v opozícii oproti klasickým, teda Encyclopedia Universalis, ktorá je usporiadané podľa logos spermaticum. Ste spokojení s odpovedou? Nech sa páči, pán docent Stena. Všetci poznáme taký pojem ako zdravý rozum. Nous connaissons tous un terme qui s'appelle la raison, le bon sens. Ten mal tendenciu vzdorovať tej racionalite modernej. Chcel by som vedieť, čo sa s tým zdravým rozumom, či sa zachová pri tomto posunie, alebo či bude zase on vzdorovať tej postmoderne nejakým spôsobom. Donc en ce qui concerne le bon sens, qui est un terme assez connu, qui a résisté beaucoup à la rationalité de l'époque moderne, est-ce que ce bon sens va-t-il résister aussi à la postmoderne ou bien il va succomber? Que pensez-vous? Là, je n'ai pas fait un exposé complet sur toutes mes idées. Ja by som chcel povedať, že v tejto prednáške som neurobil výklad všetkých mojich myšlienok. Mais j'ai écrit un livre qui s'intitule La raison sensible. Ale napísal som aj knihu, ktorá sa volá Citlivý rozum. C'est-à-dire où je veux montrer, comment le dire, la conjonction, la synergie entre la raison et l'essence, et le bon sens, et le sens commun. V tejto knihe sa snažím dokázať, že existuje súvislosť medzi rozumom a vlastne tým zdravým rozumom, medzi rozumom a zmyslom, alebo tým
po francúzsky je to dobrý zmysel, to je zdravý rozum. C'est-à-dire que là-dessus, je suis très précis. Hein. Moi, je fais une critique du rationalisme et pas une critique de la raison. Ja by som chcel sa v tomto vyjadriť dosť presne, lebo ja som kritizoval racionalizmus, ale nekritizoval som rozum ako taký. Mais au contraire, voir comment, à certains moments, et je pense que la postmodernité est un de ces moments, où la raison, qui est une structure anthropologique, qui est une spécificité de notre espèce animale, peut être enrichie par les sens, par le bon sens, par le sens commun. J'insiste sur les sens, le bon sens, le sens commun. Donc il y a en quelque sorte un enrichissement de cette raison. Alors que le rationalisme au XIXe siècle avait en quelque sorte réduit la raison à sa plus simple expression. Je zaujímavé si všimnúť, ako vlastne v určitých obdobiach vývoja spoločnosti, ku ktorým podľa mňa patrí tá postmoderná, rozum, ktorý je vlastne antropologickou štruktúrou a je špecifikom, živočíšnym špecifikom nášho druhu, môže byť spojený vlastne s tými zmyslami, s tým zdravým rozumom alebo spoločným nejakým rozumom, čo je v opozícii voči tomu racionalizmu, ktorý začal v 19. storočí a ktorý redukuje úlohu rozumu len na tú primárnu nejakú funkciu. Quant Thomas Kuhn, dans Structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn montre quelle est la performativité de l'Occident à partir du XVIIe siècle, opposé à l'Orient. Il dit l'Occident va prendre la via recta de la raison. Elle prend la via recta de la raison et elle laisse sur le bord de la route toute une série de bagages inutiles, impedimenta en latin. Le rêve, le jeu, le festif, le sensible. Bon, donc ça a été efficace, elle a été droit au but. Et c'est la performativité du modèle occidental. Ce qui est en jeu actuellement, c'est que on se rend compte qu'il convient d'intégrer ces bagages qu'on a laissés sur le bord de la route. C'est pour ça que j'appelle enrichissement de la raison, par le sensible, par le festif, par l'onirique, par le ludique. Donc, empiriquement, on observe qu'on est en train de reprendre ces bagages. Et c'est ça pour moi la raison sensible. C'est-à-dire une conjonction et non plus une dichotomie, non plus une disjonction. Thomas Kuhn v období vedeckej revolúcie povedal, že výkonnosť západnej civilizácie stúpa od 17. storočia preto, lebo využíva teda ratio, rozum, a hovoril o tzv. Via recta toho rácia, čiže vraj civilizácia pôjde teda rovnou cestou, priamo použitím rozumu a zanechá vlastne tzv. Neužitočnú batožinu alebo neužitočné veci, akými je sen, hra, nejaké oslavy, prípadne citovosť. Takže naozaj takto civilizácia sa aj vyvíjala, bolo to efektívne, ale teraz sa zdá, že je potrebné tieto neužitočné veci znova integrovať a obohatiť nimi rozum. Čiže my to zisťujeme empiricky, že je možné dosiahnuť tzv. Citlivý rozum, ktorý je v súlade, hej, tam ten rozum aj s týmito v podstate ako keby neužitočnými príveskami, namiesto dichotómie, čiže prísneho oddelenia rozumu od týchto vecí, hovorím skôr o konjunkcii. En grec,
ce qui va s'appeler le sens commun ou le bon sens, c'est koiné aesthesis. Koiné aesthesis. Koiné aesthesis, ça veut dire tous les sens. Deuxièmement, ça veut dire l'essence de tous. Et moi, je pense que l'enrichissement de la raison par le sens commun, ce qui, encore une fois, pour moi, est empiriquement observable, c'est le fait qu'on va compléter la raison par les sens, tous les sens, l'odeur, les humeurs, l'ouïe, enfin, les sens, premièrement, et deuxièmement, les sens de tous. C'est-à-dire que ce n'est plus du coup un savoir simplement individuel, mais là encore, c'est l'horizontalité de la toile, c'est Wikipédia, c'est-à-dire le savoir de tous, hein, la noosphère, quelque chose qui... Et moi je dirais que c'est ça qui est en jeu dans cette raison sensible, hein, non pas le rationalisme, non pas ce que l'école de Francfort avait appelé la Zweckrationalität, hein, la Zweckrationalität, c'est-à-dire une raison instrumentale, on l'a traduit en français, mais une raison qui s'orientait vers une finalité, mais au contraire, une raison complétée par les sens, dans le sens que je viens de dire, sens de tous les sens. V gréčtine slovo spoločný rozum alebo spoločný zmysel, koiné aesthesis, znamená poprvé všetky zmysly a po druhé zmysly všetkých, čiže všetkých ľudí. Takže v tomto zmysle môžeme rozum doplniť o tie spoločné zmysly a dá sa to empiricky pozorovať, že vlastne rozum môžeme doplniť buď teda všetkými zmyslami, či už sluchom, hmatom, čuchom, zrakom a tak ďalej, alebo po druhé môžeme ho doplniť zmyslami všetkých ostatných, čiže nie vertikálne ako individu, ako jedinec, ako rozum jednotlivca, ale horizontálne, ako to robí tá Wikipédia, že zhromažďuje vlastne poznatky všetkých. A vlastne sa prechádzame od inštrumentálneho rozumu, ktorý je zameraný na nejaký úžitok, k rozumu doplnenému o tieto zmysly. Et le corrélat, et je termine là-dessus pour ne pas vous ennuyer, parce que vous en avez assez maintenant de traduire, vous en avez assez d'entendre, mais c'est que ce n'est plus le corrélat de la raison souveraine, c'était l'éducation. C'est-à-dire le corrélat, le corrélatif, ce qui accompagne, ce qui accompagne, c'est nos structures éducatives. C'est l'école, l'université, hein, quelque chose, encore une fois, qui repose sur un savoir. Et je pense que, là encore, on voit la faillite du savoir éducatif, qui est l'expression moderne de la raison, et qu'il y a retour de la structure initiatique. L'initiation n'est plus une imposition par la raison de ce que je dois savoir, mais c'est un processus d'accompagnement. Et je dirais que le glissement de l'éducation vers l'initiation, Harry Potter, puisque j'ai cité Harry Potter tout à l'heure, est une expression, encore une fois, d'un désir initiatique, une appétence d'initiation, et non plus simplement le savoir vertical du professeur, du responsable politique, du chef d'entreprise, etc., qui avait marqué l'ordre économico-politique. Tá korela, alebo to, čo sprevádza vlastne suverénny rozum, sú vlastne vzdelávacie alebo školské štruktúry, systém, kedy vlastne škola je založená na poznaní a dnes dochádza k takej kríze vlastne toho školského poznania a ľudia sa skôr obracajú k iniciácii. Čiže už tu nejde o to, že môj rozum sa snaží vzdelávať preto, lebo potrebuje niečo vedieť, ale ide skôr o nejaké vedomosti, ktoré nás sprevádzajú
keď som spomenul Harryho Pottera, tam je tá iniciácia, to zasvetenie do niečoho, čiže nastáva tu posun od vzdelávania k iniciácii. Máme túžbu po iniciácii, už nemáme túžbu po takomto racionálnom poznaní, ktoré nás vedie k tým daným súčasným štruktúram, pozíciám. No, ďakujem teda. Ste spokojní, že z tejto? Sú ešte otázky, ináč nemáme veľa času. Pán profesor má ešte stretnutie s novinármi. Takže nech sa páči, kto chce položiť otázku, tak svižne dosť a stručne, keď sa dá. Nech sa páči. Nech sa páči. Ja vaše meno nepoznám, nech sa páči. Nech sa páči, môžete sa... Vy ste filozof, sociológ? Je suis linguiste. Ah, vy ste... Nech sa páči. Désolé. Est-ce que finalement, si on regarde les choses, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que votre théorie concernerait finalement la civilisation occidentale et que vous dites que c'est un processus avec 3 siècles, un processus qui est en cours et finalement ce qu'on assiste aujourd'hui, la sensualisation, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas un basculement maintenant de l'Occident, en fait, le principe occidental au principe oriental, qui est vraiment, qui est vraiment représenté par le nous, avec la civilisation hindoue, qui est païenne, comme vous disiez, polythéiste, la Chine, je connais mal, mais de manière avec ce principe, pareil, d'être très nous, quoi. Et il y avait une petite remarque que je voulais faire par rapport à l'islam. J'ai l'impression que l'islam, c'est une évolution de la Bible vers le nous, plus que... Parce que le christianisme, pour moi, c'était vraiment l'individu, représenté par Jésus, et je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'islam est à cheval un petit peu entre ces deux principes, oriental et occidental. Je vais vous répondre. Je peux traduire la question? Bah oui. Takže čo sa týka, vy vlastne rozvíjate určitú teóriu, ktorá podľa mňa, či súhlasíte s tým, že vykladá v podstate vývoj západnej civilizácie a proces, ktorý práve prebieha, ten vývoj, senzualizácia. A či si myslíte, že vlastne princíp západnej civilizácie má tendenciu sa teraz prekloniť k tomu princípu tej východnej civilizácie, čiže posun od ja ku kategórii my. Ja by som to pripodobnil skôr vlastne k hinduizmu, kde v podstate sa vyznáva politeizmus, pohanstvo. A ešte čo sa týka islamu, podľa mňa toto je náboženstvo, ktoré viac smeruje k tej kategórii my z tých monoteistických, lebo kresťanstvo je samozrejme individualistické, ale to je len môj názor, neviem, čo si vy o tom myslíte. Alors, d'abord sur la dernière, qui est la plus difficile, ça se discute ce que vous dites, c'est vrai que ça se discute. Mais je pense quand même que même l'islam est sotériologique. Il y a un paradis. Ça, c'est le vrai problème. Le cœur de tout est le problème. Puisqu'il y a une vie après la vie individuelle, ce qu'il n'y a pas dans l'Orient, je vais revenir. Comme il y a de toute façon une vie individuelle, même, je suis d'accord avec vous, même si pour le moment il y a plutôt la Oumma, la communauté, donc qui est privilégiée, mais ce qui était l'Ecclésia, avant la réforme protestante, dans le vrai christianisme, qui est le catholicisme, de mon point de vue, qui était quand même la communauté, ce qui fait que, à mon sens, l'islam reste quand même, parce qu'il est individualiste, parce qu'il y a un salut individuel, il reste quand même quelque chose qui s'inscrit dans la tradition du livre. Et le seul problème, c'est que l'islam est en train de faire ce que nous avons fait il y a 3 siècles.
Ce qui nous chagrine beaucoup, parce que d'une certaine manière, c'est comme dans une famille, il y a un enfant handicapé. Ils sont en train de tuer ce que nous, enfin par l'islam, les formes paroxystiques de l'islamisme renvoient aux guerres de religion dans le monde, dans l'Europe chrétienne, il y a 3 siècles. Voilà, donc de ce point de vue, pour moi, c'est pour ça que actuellement, je préfère dire tradition sémitique que la tradition judéo-chrétienne, pour bien inclure les 3 religions. Ten váš názor o islame samozrejme je možné o ňom diskutovať, ale ja si aj tak myslím, že ide o soteriologické náboženstvo, pretože vyznáva život po živote, ktorý je v individuálnej podobe. Takže aj keď teda je to náboženstvo, ktoré podporuje komunitný alebo spoločný život, ale vyznáva individuálnu spásu, čiže vracia sa k tým tradíciám tých svätých písiem. A čo ma mrzí, je, že islámsky svet momentálne robí to, čo my sme robili pred 3 storočiami, napríklad tie sväté vojny alebo náboženské vojny. A to je teda škoda. No ale tak či tak, ja by som ich zaradil medzi tie semické tradície. C'est quand même une tradition mono. A určite monoteistické. Bon, alors, sur la première remarque, je suis entièrement d'accord, je ne l'ai pas dit, mais autant la modernité, c'est l'occidentalisation du monde, et on a 2 dates précises, 1868, l'ère Meiji, quand le Japon est obligé d'ouvrir ses ports aux navires européens, quand il fait venir les juristes prussiens et lyonnais pour faire la constitution Meiji. 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. Et à la fin du 19e siècle, le spectre, si je puis dire, des valeurs européennes ont occidentalisé le monde. Travail, raison, progrès. Voilà. À partir de là, il y a une inversion de polarité, et contemporainement, moi je pense qu'il y a une orientalisation du monde. Et vous avez remarqué que toutes mes valeurs, sensibles, immanentisme, etc., sont des valeurs orientales. Orientales, je dirais, moi je suis disciple de Gilbert Durand, il parle des Orients mythiques, c'est-à-dire pas un Orient forcément géographiquement situé, mais les Orients qui ont résisté au rouleau compresseur des valeurs occidentales. Voilà. Donc de ce point de vue, et je pourrais le préciser très concrètement, comment on s'habille, comment on mange, comment on s'habille, où on voit cette orientalisation du monde. Donc on pourrait dire que, pour moi, il y a 2 grandes caractéristiques de la postmodernité, c'est orientalisation du monde ou féminisation du monde, quand je parlais de l'invagination du sens. Čo sa týka tej vašej prvej pripomienky, tak úplne súhlasím s tou orientalizáciou vlastne sveta. Moderná epocha bola vlastne occidentalizáciou, západnou civilizáciou, ktorá dobila celý svet. Tam sú určité časové milníky. Japonsko bolo nútené otvoriť svoje prístavy v roku 1868, západnej civilizácii Brazília 1888 a koniec 19. storočia vlastne tie západné hodnoty, práca, rozum, pokrok dobili celý svet a si to vlastne privlastnili. A odvtedy však dochádza k obráteniu sa tej polarity a momentálne naozaj prežívame orientalizáciu, pretože dominujú tu hodnoty ako citovosť, imanentizmus. To sú východné hodnoty. Comment s'appelait Gilbert? Durand, comme Dupont. Pán Gilbert Durand napísal mýtické východy, čiže ani nie tak možno konkrétna východná spoločnosť, ale nejaká mýtická, ktorá en bloc vlastne odolala tomu zomletiu alebo hegemonii tých západných hodnôt. A my to vidíme dnes na našom štýle obliekania, štýle života,
stravovaní, že sme pod vplyvom východného sveta a dve charakteristiky postmoderny sú práve orientalizmus a feminizácia, imaginácia zmyslu. Voilà, je vais peut-être, si vous me permettez, dire un mot pour conclure. Ak dovolíte, povedal by som slovo na záver, a s tým, že aj vám nechám slovo na záver. L'éternelle question, je dirais là une espèce de question anthropologique. No, väčšiná otázka antropologického charakteru. Ce que les philosophes du Moyen-Âge disaient quand ils posaient la question, où est la glutinum mundi, où est la colle du monde? Glutinum, glutinum, la colle. Je tou otázkou, ktorú si kládli filozofi v stredoveku, že kde sa nachádza to pojivo, to, čo dáva dokopy alebo spája svet. Qu'est-ce qui fait que ça tient? Vďaka čomu svet drží pokope. Qu'est-ce qui fait que malgré les égoïsmes, centrifuges, il y a vie sociale? Že ako je možné, že napriek egoizmu a rôznym rozptylujúcim vplyvom spoločnosť žije? Alors, grosso modo, on a ces deux schémas. Môžeme na to odpovedať dvomi spôsobmi. Soit la colle du monde, cette glutinum mundi, repose sur un au-delà céleste ou politique. Buď teda to pojivo alebo tmel nášho sveta je v tom posmrtnom živote alebo v tom nadpozemskom svete, či už nebeskom alebo politickom. C'est la prévalence du politique. To je vtedy, keď dominuje politika. Ou ce que j'ai dit, l'économie du salut ou l'économie stricto sensu. Alebo ekonomia spásy, alebo ekonomia v tom striktnom zmysle. Et dans le fond, cette colle du monde lointaine, projective, voilà ce qui a caractérisé la modernité. A to je vlastne to, čo charakterizovalo modernú epochu, ten tmel, ktorým je v podstate niečo vzdialené, k čomu sa vlastne stále letíme dopredu. To je tá moderná doba. À d'autres moments, la colle du monde, eh ben, elle va reposer sur la proxémie, ce que je vis avec d'autres ici et maintenant. A iná možná odpoveď je proxémia, čiže v podstate tmelom alebo tým, čo nás spája, je to, čo prežívame teraz s tými, čo sú pri nás. Et je dirais que c'est cela que j'appelle rationalisme, sensualisme. A ja toto nazývam racionalizmus a senzualizmus. Homo economicus, homo eroticus. Alebo dualita medzi homo economicus a homo eroticus. Et je pense que le glissement qu'on est en train d'observer, c'est justement vers cet homo eroticus où l'être ensemble, la colle, la viscosité, va se faire sur ce que je vis avec d'autres en un lieu donné, un lieu qui fasse lien en quelque sorte. A ja si myslím, že to je to, čo sledujeme, ten posun, ktorý vnímame v súčasnosti, že ideme k tomu homo eroticus, k tomu, čo prežívame v súčasnosti v danom konkrétnom priestore s druhými ľuďmi. Et les deux schémas explicatifs qu'on avait, c'était la flèche du temps progressiste ou le cercle réactionnaire. A dve možné schémy toho vývoja sú buď vlastne progresistická šípka, čiže línia smerom niekam, alebo le cercle réactionnaire. Alebo reaktívny kruh. Donc Hegel, Nietzsche. Že Hegel alebo Nietzsche. Et moi, ma proposition dans tout ce que j'ai essayé de dire, c'est ni l'un ni l'autre. A ja vo svojej téze navrhujem ani jedného, ani druhého. Mais c'est la spirale. Ale navrhujem hovoriť skôr o špirále. C'est-à-dire qu'on va revenir des valeurs prémodernes, mais avec l'aide du développement technologique. Že tie predmoderné hodnoty, ktoré tu boli pred modernou dobou, sa nám vracajú s pomocou technológie. Voilà ce qu'est l'homo eroticus. Takže toto je homo eroticus. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Sú ešte otázky, nech sa páči.
Ну, мне даже то помале медитование по преднашке je не менее годнотне, ако сама преднашка. Праве у пана професора, myslím, že tá druhá polovica vždy je o niečo zaujímavejšie, než dokonca tá prvá. No ja osobne, keby som mohla toto uzavrieť, ja by som upozornil na to, že ja poznám konkrétno, alebo sa v dotyku s prácami pána profesora od roku 1985, niektorí, ktorí tu sú ešte vtedy sa nenarodili, že? Ale ja práve z tých prednášok, čo tu odzneli, naposledy zafixovala tu to najnovšie, teda práve tá imaginácia zmyslu. Od tej doby on u nás tu nebol. A čo nové v tomto roku teda, teraz sme počuli, mne sa zdá, že tá optická koncepcia sveta a erotika. No a mňa konkrétne zaujímalo by len to, že tam v tej optickej koncepcii, je to veľmi zaujímavé teda, a budem nad tým rozmýšľať, že tam vlastne ide o určitý distanc, ako on hovorí o vzdialenosť. A popri tom, v ďalšej svojej téze on hovoril, že keď sme išli teraz popri Dunaju, videl tam tú viskozitu alebo priviazanosť tých mladých párikov. Teda. No a či jedno druhému не противоречí, že práve teraz mne sa zdá, že ľudia dávajú prednosť tým optickým, akože v optickom вниманию света, в смысле, že cenia viac virtuálne kontakty, než tie bezprostredné. Ja som počula jeden príbeh, že ľudia sa oženili na základe zoznamenia v internete, ale potom manžel не mohol sa zbaviť virtuálnej závislosti, a preto pár sa rozpadol. Takže mne sa zdá, že to je veľmi dobré to, čo pán profesor postrehol tu. On pomenoval to ne virtualizáciu, ale optikalizáciu, by sa dalo povedať, ale on práve trefil do čierneho, myslím, že v zmysle toho, že uhádol teda nový vektor vývoja našeho, alebo nový bod, teda okolo ktorého sa koncentruje. Takže je to môj osobný dojem. A keď pán profesor ešte niečo k tomu povie, budem rada, a keď nie, tak potom všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste našli čas a prišli. A ďakujeme veľmi pekne pánovi profesoru Mafisonimu, že on našiel čas prísť k nám a dúfajme, že to nebude naše posledné stretnutie s ním na Bratislavskej pôde. Ďakujem takisto predstaviteľom Francúzskeho inštitútu a ambasády za to, že nám pomohli. Merci bien. Encore. J'ai encore 2 ans.